Et c'est parti pour une nouvelle émission, que le mariage soit. Salut Bonjour, Eden. salut, ça va? Ça va bien. Tu sais, quand je regarde les bananes, je me dis que dedans, il doit avoir la vitamine A. La vitamine C aussi? Ouais, la vitamine E. Pourquoi pas toute l'alphabet aussi? Oui, je pense que c'est C'est bien vitamine. Oui, la banane, elle est très très bonne pour la santé. Y compris aussi l'ananas. Nous vous les recommandons. Mhm. Ouais, je pense qu'on ne devrait pas en abuser. Ouais, hein, tout excès de nuit. Il y a beaucoup de sucre dedans quand même. Bon, on a des invités qui s'y connaissent, ils pourront nous dire. Oui, c'est vrai qu'ils sont particulièrement spécialisés en ce qui concerne la santé. Donc, ils pourront nous en dire un peu plus. Nous avons avec nous sur ce plateau le docteur Lady, qui est psychologue. Et il exerce, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Et aujourd'hui, il est avec nous. Et il est médecin dans un hôpital de Kinshasa. Clinique Psy. Oui, qui s'appelle Clinique Psy. Et nous avons aussi avec nous le docteur Ben. Le docteur Ben, il est docteur généraliste. Et il a particulièrement une plateforme qui s'appelle Allo Dr Ben, dans laquelle il y a beaucoup d'intervenants qui sont là en fait pour bénéficier de sa connaissance parce qu'il redresse un tout petit peu les fake news concernant le domaine de la santé. Et donne des très bonnes informations pour permettre aux gens d'avoir la connaissance requise afin de ne pas faire n'importe quoi, comme prendre des médicaments seuls à la maison. N'est-ce pas, docteur? Ouais. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vraiment. On espère qu'on va avoir une émission vraiment tout en couleur avec vos réponses, oui, avec votre expertise. Surtout et ça. Voilà. Et à notre droite. À notre droite, justement. Nous avons Ketia. Mhm. Salut Ketia. Nous sommes très heureux vraiment de t'accueillir dans cette émission. Merci, c'est un plaisir en tout cas. Et avec toi, on va parler de plein de choses. C'est vrai qu'on a notre sujet, mais tu vas nous raconter un peu ton histoire, comment tu as rebondi sur quelque chose qui pouvait te clouer au sol, mais tu t'es dit, j'ai un avenir et voilà. Donc, ne quittez pas, restez avec nous, vous allez écouter l'histoire de Ketia. Et puis, il y a un habitué du plateau de Metanoia TV. Tu voudrais qu'on te présente? On te connaît, n'est-ce pas? Plus besoin de le présenter, vous le connaissez. Exactement. Et donc, nous avons tous ces invités qui ont chacun une particularité, qui vont enrichir cette émission et vont être des sources de bénédiction pour chacun d'entre nous. Ouais. Alors, tout de suite, l'histoire avec Reliane. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Gad et de Chacha. Gad, qui est un jeune homme d'une trentaine d'années, il subit la pression de sa société. Pourquoi tu ne te maries pas? N'est-ce pas que certains se reconnaissent? Et donc, il se dit, bon, il ne s'est jamais vraiment intéressé aux femmes depuis qu'il est né. Il s'est dit, d'accord, je vais donc aussi choisir une femme et puis me marier. Il rencontre alors Chacha à la chorale, les deux chantent à la chorale. Il rencontre Chacha, il commence une histoire amoureuse, mais ça marche, ça colle, voilà, ils forment un super bon couple et puis ils se marient. Chacha est très contente de savoir que son mari n'avait jamais connu de femme avant. N'est-ce pas que c'est le rêve de toutes les femmes? Et c'était vrai en plus. Donc les deux commencent leur histoire. Et puis, bon, première grossesse, le temps d'accoucher, Gad perd son travail. La situation donc en famille devient très difficile. On les chasse même de la maison. Et donc, Chacha rentre chez elle. Elle n'a pas supporté vraiment les conditions avec Gad. Elle est rentrée chez elle le temps que Gad se reprenne. Et puis, paf, quelques temps après, Gad se reprend, il trouve un travail, un emploi, ça se passe très bien pour lui, il reprend sa femme et voilà que c'est le deuxième enfant qui arrive et ça se passe bien, le patron de Gad l'aime beaucoup, ils voyagent ensemble, il lui donne des cadeaux, il lui offre beaucoup de cadeaux et qui commence un petit peu à intriguer sa femme. Et un jour, Gad revient avec des sous-vêtements, ça vient du patron.
Et puis, la femme lui dit, mais c'est pas évident, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ton patron peut te donner des sous-vêtements? Et c'est des sous-vêtements vraiment sélectionnés, vous voyez, choisis, soigneusement choisis. Donc, la femme, elle est très en colère, mais Gad lui explique, mais mon patron est juste quelqu'un de bien, il est gentil avec moi, et d'ailleurs, c'est grâce à lui que nous avons ce travail et que nous vivons bien aujourd'hui. Les conditions donc, dans lesquelles nous vivons sont plutôt bonnes. Est-ce que tu n'es pas contente? La femme, après, il se dit, voilà, ça va, donc on continue. Alors, Chacha, un jour, discute avec sa copine. Elle lui raconte que je sais que le patron de mon mari l'aime beaucoup. Il lui offre des cadeaux et tout ça. Mais seulement la copine lui dit, tu sais que c'est pas normal. Alors comment ça? S'il te plaît, je veux pas non plus te dire que d'être méfiante, mais je te demanderai de quand même regarder cette histoire de près. Chacha, qui faisait complètement confiance en son mari, se dit, bon, que j'essaie quand même de prendre son téléphone et de regarder les choses qui se passent dedans. Peut-être que je vais en avoir le cœur net. Alors, elle prend le téléphone de son mari, elle regarde dedans, elle entre dans les conversations avec son chef. Mon Dieu, c'est toute une histoire d'amour, une histoire alors sérieuse qu'elle n'a même pas avec son mari. Comment ça se fait qu'il s'appelle avec des petits noms doux, qu'il y a tout le temps des « je t'aime » dedans? Mais comment ça se passe? C'était vraiment horrible pour elle. Elle a mal réagi. L'affaire est arrivée jusqu'au niveau de la famille, au niveau de l'église. Tout le monde regarde désormais Gad comme un sorcier parce qu'ils venaient justement de l'église tous les deux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que le pasteur appelle Gad, il appelle Chacha, il essaye de se renseigner, mais qu'est-ce qui se passe? L'épreuve était tellement accablante que Gad n'a pas eu autre choix que d'avouer. Effectivement, il sort avec son patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait 7 ans quand il s'est fait, il avait été abusé par un papa aussi de l'église, voilà. Il n'avait pas voulu le dire à quelqu'un. Il a porté ça toutes ces années. Et puis, quelques années plus tard, son père décède. Sa mère se retrouve dans des conditions très difficiles. Il lui était difficile de subvenir aux besoins de la famille. Et Gad était en train de quitter l'école quand un autre ami vient le voir pour lui dire « Je connais un monsieur qui est bien, il est très généreux, il va beaucoup t'aider. » Et c'est ce monsieur-là, quand il va le voir, qui commence à donner de l'argent à Gad, mais encore, il a fait de Gad sa femme. Il a commencé donc à sortir avec Gad, ou sinon, pour être un peu plus précis, à coucher avec Gad. Gad, pendant ces années-là, il n'a fait que faire ce genre de choses avec des hommes. Donc, tout au long de sa vie, jusqu'à ce qu'il entre dans sa trentaine, il n'avait jamais connu de femme, il n'avait connu que des hommes. Et ensuite, il subit la pression de la société qui lui demande de se marier. Il épouse sa femme, mais il se rend compte qu'avec sa femme, c'est vrai que par devoir, ça se passe bien, mais il est plus attiré par son patron, il est plus attiré par des hommes. C'est avec des hommes qu'il se sent bien et ils se sent lui. Et donc, Chacha, quand elle entend ça, elle se pose des questions. Devrais-je continuer dans cette relation ou devrais-je carrément divorcer parce que ça devient compliqué? Que l'homme arrive à avoir une histoire avec son patron, ça passe, mais qu'il préfère son patron à elle. Elle se dit, devrait-elle rester donc dans cette relation? C'est d'ailleurs là tout l'objet de cette émission. On va essayer de décortiquer c'est quoi le problème, qu'est-ce qui s'est passé et comment en fait les jeunes arrivent à être aussi pris par ce genre de piège. Pour en parler, nous avons donc appelé des docteurs. Nous avons appelé docteur Ruben, nous avons appelé docteur Lady qui est un psychologue. Avec eux, nous allons donc débattre autour de la question. Alors, docteur Lady. Docteur Lady, j'aimerais quand même que vous puissiez me donner votre point de vue du point de vue médical. Donc, comment est-ce que vous voyez cette histoire de tous les acteurs? Quelle est votre lecture par rapport à tout ça, sur un point de vue psychologique? Ok, merci beaucoup, monsieur Eder. Faire la lecture à faire dans cette histoire, il faut commencer par dire que Madame Chacha,
est la vraie malade Oh, dans cette histoire. La plus grande malade, c'est Madame Chacha. ok. Oui, puisqu'elle tombe dans une histoire qui la tourmente, qui la dérange, et voilà. Gad, par contre, c'est trop dire, mais c'est quand même une personne qui est arrivée à révéler une histoire de sa vie, puisque c'est quand même un comportement ancien, et comme vous connaissez, tout comportement est appris. Donc, lui a appris comme ça, depuis le bas âge, et voilà. Mais aussitôt, histoire révélée, c'est plutôt la femme qui en souffre plus. Oui. Et c'est plus avec Madame Chacha qu'il faut beaucoup plus travailler pour qu'elle ne puisse pas vraiment perdre pédale, puisque sinon ce serait très compliqué. Mais il faut se le dire, c'est quelque chose qui est remédiable, si et seulement si la volonté y est. En tout cas, c'est vraiment remédiable, c'est vraiment résolvable. Ok, docteur Ben. Monsieur Eden. Il s'agit de quel phénomène, selon la médecine? Cette histoire d'attirance de l'homme avec un homme et qui entraîne ce genre de comportement un peu déviant selon la société dans laquelle nous vivons. Ok, j'aimerais d'abord commencer à vous remercier pour votre invitation, Madame Roliane et Monsieur Eden. Je vous en prie. C'est pour nous un honneur de venir ici et de partager la petite connaissance que nous avons médicalement pour essayer d'aider les gens à comprendre mieux les choses qui se font. Alors, les cas ici, c'est un cas d'orientation sexuelle. En fait. Nous sommes devant un cas d'orientation sexuelle ou des désorientations, si on peut le dire. Ça dépend de la normalité qu'on y attache. Alors, nous sommes devant un cas d'orientation sexuelle. Qu'est-ce qu'on entend par orientation sexuelle? C'est l'attirance qu'une personne a envers un sexe opposé ou le même sexe. Ça veut dire que l'attirance érotique attachée aux envies sexuelles qu'une personne peut avoir envers une autre personne, qui peut être soit du même sexe que lui, soit du sexe opposé. Mais dans le cas ici, c'est de l'homosexualité dont on parle. Donc, nous sommes devant Gad, qui sort avec son patron et des hommes. Donc, c'est une orientation sexuelle qui est tournée vers le masculin, vers un masculin. Mais il est quand même marié. Mais quand même, il est marié. Vous voyez un peu? Donc ici, c'est un cas d'homosexualité. Mais est-ce que ici, quand on voit, on parle d'homosexualité, on parle de déviation, mais est-ce qu'à la base, il n'y a pas la société? Gad s'est retrouvé pris un peu dans le piège de ce que la société lui a présenté. C'est ça qu'on peut dire, docteur Mehdi? Oui, merci beaucoup, Madame Roliane. En fait, l'histoire de Gad, tel qu'a expliqué mon collègue Dr Ben, c'est un cas, s'il faut les prendre dans l'ensemble, c'est un cas de bisexualité. Puisque Gad a des relations homosexuelles avec son patron, mais il est en même temps marié avec sa femme. Donc, il pratique une bisexualité. Alors, s'il faut aller dans le sens ou dans l'aspect homosexualité qui fait scandale ici, homosexualité dans notre société, en tout cas, n'est pas du tout acceptée. N'est pas acceptée. Et comme vous connaissez, nous disons la normalité, autrement dit la maladie. Sur le plan psychologique, c'est toute attitude qui dérange, soit la personne elle-même, si pas la personne elle-même, ça doit être son environnement. Donc c'est une maladie. C'est une maladie sur le plan social, en tout cas dans notre communauté. Mais il est vrai, dans d'autres cieux, l'homosexualité n'est plus un problème. Et d'ailleurs, c'est même retiré de la liste des maladies mentales sur la nosographie dans la classification internationale de la maladie. La classification, c'est par qui? En fait, c'est par l'OMS. C'est par l'OMS. Il dresse cette liste de la classification internationale, bien sûr, des maladies. En fait, ce sont des versions qui sortent
Actuellement, on a le DSM-5. Donc, je peux dire que c'est la 5e classification qu'ils ont eu à faire. C'est apparu depuis les années, je crois, 2014, dans ces environs-là. Et c'est au cours de ces années-là que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales, vu qu'elle est acceptée dans d'autres communautés. Mais ici, chez nous, en tout cas, elle continue à être maladie. Donc, nous allons l'appeler maladie puisqu'elle n'est pas acceptée dans notre communauté. Maintenant, docteur Lady, un couple, on voit que le couple a un problème. C'est le mariage. Le mariage, c'est voilà, l'union de l'homme et de la femme. Le couple là a un problème. Je ne sais pas, devrait-il aller voir le pasteur ou venir vous voir, vous, en tant que psy? Ok, merci beaucoup. Bon, je crois à cette question, aller voir, c'est dans les deux sens. Oui, ok. C'est dans les deux sens. Aller voir et son pasteur, si et seulement si le côté spirituel est dérangé. Mais pour remédier à ces comportements, il faut venir voir le psychologue, un spécialiste de santé mentale. C'est lui-là qui va aussi évaluer s'il trouve encore utile d'associer un médecin neuropsychiatre. Si effectivement le côté raison est perdu, en tout cas le psychologue va associer son collègue psy, qui est le neuropsychiatre, pour un peu de médicaments et voilà. Mais sinon, l'approche des soins doit être holistique, en tout cas basée surtout si on sent le besoin d'un accompagnement spirituel, en tout cas il faut aller dans la spiritualité. Si on sent même le côté culturel, en tout cas, ou ethnologique, du côté famille, avec des réparations que l'on peut, on y va également. Puisque l'essentiel, c'est de remédier à ces comportements dérangeants pour l'instant. Puisque les mariages acceptés et connus de tous dans notre société, c'est les mariages hétérosexuels. De l'homme et de la femme. De l'homme et de la femme. Selon la Bible. Effectivement. Alors, nous allons revenir vers vous. On va se retourner un peu vers nos jeunes. Comment est-ce que vous réagissez à cette histoire? À supposer que c'est votre sœur. Comment vous réagiriez? Comment vous réagissez? Vous demandez de quitter là-bas ou bien vous demandez quoi? Bah, Eh bien, c'est une situation assez compliquée. Je ne pourrais pas demander à une personne qui vit cette situation de quitter aussi, parce qu'après, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en jeu. Il y a aussi les sentiments de la personne qui est, et en dehors de ça, il y a aussi, comme vous avez dit, il y a des enfants aussi, donc il y a beaucoup de situations qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas prendre une décision à la hâte. Mais par contre, bon, ça dépend. Moi, je pense que la décision de quitter revient à la femme, à sa chape, si elle pense que pour elle, elle ne supportera pas et qu'elle doit se divorcer de son mari, bah, oui, elle peut divorcer, tu vois, un peu. Mais après, par contre, comme je dis toujours, ça dépend en fait. Parce que si l'homme, dans son côté, il dit oui, c'est vrai, j'ai vécu cette situation, mais c'est pas la vie que je veux. Moi, je veux ma vie de la famille, je veux ma vie avec toi. Ça change aussi tout. Et il dit, par exemple, que non, je veux changer, je veux avoir des soutiens, tout soutien. Par exemple, il dit que je vais aller voir le pasteur, je vais aller voir un psy pour arranger, pour que notre famille redevienne une famille et tout. Tout ça, ça change aussi la donne, tu vois. Donc, ça change la donne. Alors après, à la fin, il faut savoir maintenant, est-ce que la femme, elle est prête à accompagner son mari sur le processus de guérison et l'aider avec ses différents accompagnements. Si elle est prête, bah, on ne pourra pas demander à la femme de divorcer. Mais par contre, si pour elle, c'est impossible, peu importe, moi, je ne peux pas t'aider. C'est compliqué. Mais vous en connaissez combien de femmes qui accepteraient de rester dans un mariage comme ça, où tu sais que elle sait que son mari préfère les hommes. Elle sait que son mari la trompe. Avec les hommes. Bon, moi je pense que pour cette histoire en tout cas, j'en ai déjà connu. Oh, très bien. J'en ai déjà connu. En fait, vous avez entendu parler de l'histoire, pas ce genre rencontré. Bon, je dirais que j'ai connu un couple qui ont connu le même problème, qui étaient dans la même situation, mais seulement Dieu a fait grâce
que les deux couples ils s'y sont restés ensemble Ah, très bien. et l'homme avait reconnu son erreur et il s'est fait qu'il a avoué à la femme, il a dit ben, c'est une pratique en tout cas que j'aimerais bien arrêter. Oh, très bien. J'aimerais bien vraiment arrêter et je crois que par la grâce de Dieu, je vais arrêter. Et c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime et je veux rester avec toi. Et je pense que la femme aussi, ayant ses cœurs d'enfant de Dieu, a pu pardonner à son mari et les deux, ils sont dans leur vie de couple, de foyer jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais poser une question. Selon toi, la Bible dit quoi de cette pratique-là? Et même si la femme a pardonné, disons que la femme, dans ce cas-ci, Chacha, pardonne, mais qu'est-ce que Dieu, s'il n'a pas parlé avec Dieu, s'il n'a pas arrangé avec Dieu, quel est le jugement de Dieu vis-à-vis de cette situation? Ok. Je pense déjà, concernant ce genre de pratique, moi je trouve, en tant qu'enfant de Dieu, que ce sont des pratiques démoniaques. Pour ne pas aller à la science, selon le psychologue, tel que nous avions entendu les docteurs le dire, en tout cas moi je parle en tant qu'enfant de Dieu, partant de l'histoire, vous allez voir que Dieu est descendu pour aller condamner la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de ce genre de pratique. Et la Bible parle de l'abomination. Exactement. Oui, Dieu trouve cela comme étant une abomination. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de commettre un acte, c'est vraiment immoral. Dieu n'a pas créé l'homme pour aller vers un autre homme. Dieu a créé l'homme pour la femme, tout comme la femme pour l'homme. Alors, ce genre de pratique, on doit savoir que si vous rencontrez dans une famille où un de fils ou une de fille peut-être tombe dans l'homosexualité, soit il est deux fois, tel que le langage d'aujourd'hui, pour un homme et pour une femme, elle est lesbienne, on doit savoir que moi, en tout cas, là c'est mon avis, je le dis aussi par expérience, alors il y a eu des alliances contractées par les ancêtres. Donc les arrière-parents peut-être ou un de père dans la famille a eu à pratiquer ce genre de choses. Voilà pourquoi cet ADN est resté dans le sang et ça pouvait descendre. Peut-être si le fils n'a pas vécu la même chose, ils n'ont pas pratiqué et il y aura de petits-fils ou des arrière-petits-fils qui tomberont dans le même pratique. Pourquoi? Parce que ce sont déjà des choses qui ont été contractées dans les années précédentes. Alors moi, je crois que pour ce genre de situation, pour ce genre de cas, quand on est enfant de Dieu, selon que j'ai suivi l'histoire, et il faudrait premièrement aller auprès de son pasteur, avouer, parler de cela, et pour que le pasteur fasse un counseling. Voilà. Et des délivrances. Et guérir aussi de son passé aussi, c'est important. Exactement. Pourquoi je le dis? Parce que moi qui vous parle, j'ai été tenté dans ce genre de pratique. Oh. Ok. J'ai été tenté dans ce genre de pratique. Racontez-nous, on a envie de tout entendre. On a envie de tout entendre. Oui, hein, c'est pas toujours facile peut-être de raconter certaines choses. Ouais. Mais si je me permets de le dire, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Et c'est parce que, quoique le diable m'a tenté dans cela, mais je n'ai pas pu céder. Très bien. Ouais. Dieu. Oui, parce qu'il y a de ces quartiers, il y a des esprits qui règnent dans ces quartiers-là. Vous pouvez vous rencontrer dans un milieu où, le quartier où vous vivez, il y a tout un système établi où les hommes vivent comme les femmes. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle règne, comme dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors, dans le quartier où moi j'ai vécu, j'ai grandi, il y avait aussi ces genres de cas, ces genres de choses. Alors, ce qui fait que il y a certains de mes potes avec qui nous avions grandi, je les ai vus pratiquer ces genres d'actes. Alors, j'étais aussi tenté par rapport à cela parce que je me disais, s'ils le font, qu'est-ce qu'ils trouvent? Comment ils trouvent du plaisir à faire ça? J'étais aussi tenté, mais quand vous aviez l'appel de Dieu, Dieu ne veut pas que vous puissiez tomber dans certaines pratiques, mais au moins que vous y assistez. Je vous dis qu'il y avait quelque chose en moi qui me retenait de ne pas céder à cela. Si je comprends bien, par rapport à votre témoignage et ce que vous avez donné comme analyse, c'est que
c'est comme une contagion qui peut arriver, soit du fait qu'on est né dans une famille ou dans les générations avant, Avant. il y avait quelqu'un qui avait pratiqué l'immoralité sexuelle. Exactement. Et ce gène-là s'est perpétré de génération en génération et s'est transmis jusqu'à ce que quelqu'un développe cette maladie. Tout à fait. Ou encore, une autre forme de contagion, c'est l'environnement, la société. Donc quelqu'un peut naître, selon vous, normal, hétéro, mais peut être transformé par la société en homo. Exactement, exactement. Et surtout aujourd'hui, nous le voyons dans plusieurs entreprises, sociétés, quand vous y allez peut-être pour introduire votre demande, si on remarque que vous avez une toile pour les occultistes, en tout cas, pour ces gens qui sont dans ce genre de pratiques, ils vont vous proposer, bon, si vous voulez être engagé, en tout cas, acceptez que vous puissiez être ma femme. Mais vous demandez comment moi, homme, je pourrais devenir une femme. Il dit, bah, c'est la seule proposition, si tu acceptes, tu es partant, voilà. Tu adhères et puis voilà, tout devient facile pour toi. Mais quand tu refuses, c'est compliqué. Et nous donc le c'est retrouvons. une pratique courante selon vous. Oui, c'est vraiment une pratique courante et ça devient encore de plus en fait, ça prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. C'est un danger pour le Ouais. mariage que Dieu a établi entre l'homme et la femme. Tout à fait, tout à fait. Nous allons revenir un peu au docteur Ben qui encadre les jeunes. Qu'est-ce qui se raconte au milieu des jeunes? Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de jeunes sont exposés à ce genre de pratiques? Comme mon frère venait de le signifier, c'est un peu un jeu de la société. Vous voyez, aujourd'hui, la société est plus enclin à développer certaines pratiques à cause de l'envie, à cause des médias, à cause de ce que l'on voit, à cause de ce que l'on veut posséder, mais qu'on n'a pas le moyen et quelqu'un peut te l'offrir en faisant cette pratique-là. C'est comme ça que nous sommes, nous tous, je pense que même moi-même aussi. J'ai eu quelques propositions, mais pas jusqu'à... Donc ça veut dire qu'il est courant maintenant que, comme selon ce que le docteur Lady disait, que certaines personnes soient contaminées mentalement, transformées mentalement au point de développer un plaisir à être dans cette maladie et maintenant vouloir aussi tenter les autres afin qu'ils viennent aussi dans ce genre de pratique. Il faudrait d'abord revenir sur ce qui peuvent être les différentes causes de l'homosexualité. Oui, les causes justement. On en résumerait 3 normalement. Il y a les causes génétiques, comme il en a parlé, mais lui il a mis ça dans un sens spirituel. Ça se complète. Ça se complète en quelque sorte. Mais les causes génétiques ont été balayées parce que certains chercheurs pensent que ça ne peut pas être normal qu'une personne naisse avec des gènes qui prédisposent la personne à avoir une attirance vers le même sexe. Ça a été un peu balayé. Vous avez la cause biologique qui se base plus sur les effets hormonaux. Ça veut dire qu'une personne qui est masculine a plus d'hormones féminines et qui conditionne sa façon de vivre comme une femme. Ou vous avez une femme qui a moins d'hormones féminines et plus d'hormones masculines et qui conditionne sa façon de vivre comme un homme et il fait des trucs comme un homme. Il est attiré par des femmes parce qu'au-dedans de lui, il se sent comme un homme. Vous voyez? Et vous avez la cause sociale, c'est un peu ça. Chez nous, ici, c'est un peu ce qui se passe. La société. La société fait à ce que ça expose les gens à vivre ces genres de pratiques pour rationaliser ça au-dedans de nous. Ce qui fait que ça peut passer dans des dessins animés, dans des films. Quand les enfants voient cela, ils peuvent penser que c'est normal qu'un garçon sorte avec un garçon, qu'une fille. C'est l'influence sociétale qui agit actuellement, soit par rapport aux médias, par rapport à l'Internet, mais aussi par rapport à la structure de travail. Parce qu'aujourd'hui, dans des entreprises, vous voulez monter, il faut passer par là. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a certaines entreprises, quand vous voulez aller un peu plus haut, il faut passer par là. Ce sont des pratiques qui deviennent de plus en plus. Vous en parlez comme si vous avez vécu ça dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Preuves? Quand je viens, je vous sollicite par rapport à quelque chose. Non, parce que en fait, quand vous parlez de la médecine, vous nous donnez des réponses selon la connaissance prouvée. Mais quand vous parlez maintenant d'un exemple comme celui-là, vous dites des entreprises. Je ne dis pas que vous avez cité des noms d'entreprises, mais votre argument est basé sur quoi? Lui, il a dit la même chose.
Vous avez répété la même chose. Donc, c'est comme si vous nous dites, vous nous apprenez, parce que nous qui n'avons pas vu ce genre de choses dans les entreprises, nous sommes allés dans les entreprises normales, nous avons été engagés normalement et tout, nous n'avons pas vu ça. Alors, vous nous apprenez une nouvelle donnée, un événement qu'on ne connaît pas. Alors, on aimerait avoir quand même des preuves qui nous disent « Ah tiens, c'est déjà arrivé ». Moi, je suis médecin et il y a 2 fois des offres qui viennent et vous postulez. Vous allez faire l'interview et puis après, on te demande, on te pose des questions. Tu connais ça? Tu dis je connais, mais je ne fais pas ça. Mais est-ce que tu sais qu'ici, il faut qu'on puisse... vous comprenez, vous voyez un peu. C'est du tic au tac que vous parlez, il n'y a pas d'épreuve. Donc, c'est-à-dire que vous avez vécu l'expérience et vous avez aussi entendu... Ok, les jeunes aussi... Direct de la personne ou de l'entreprise? Parce que c'est grave, c'est quand même grave. Bon, la personne qui fait qui je fais l'interview, bon, c'est dans le cadre de l'entreprise. En fait. Parce que si je suis embauché, c'est dans cette entreprise. Vous voyez un peu. C'est comme un système établi. Sûrement, lui aussi, il est passé par la même chose pour devenir ce qu'il est devenu. Vous voyez un peu. Il y a ça et puis voilà. Mais docteur Lady, on a envie de savoir, est-ce que ces jours-ci, pour se marier, quelle doit être notre psychologie? Quelle doit être la psychologie des garçons et des filles? Est-ce qu'on doit se dire, ah bah tiens, peut-être que, est-ce que ça, voilà, est-ce parce que le choix, vous voyez pas, quand vous voyez la personne, sa tendance sexuelle. Est-ce que le mariage aujourd'hui devrait prendre en compte ce fait-là, mais aussi l'Église, vraiment lecture psychologique, mais aussi l'Église, quand les 2 personnes viennent là-bas pour se marier, est-ce que l'Église doit maintenant entrer pour poser des questions et demander est-ce que... Comment vous sentez dans votre corps et tout ça? Quelles sont les pistes de solution? En tout cas, Madame Rolien et M. Eder, je crois récemment, il y a eu un collègue, on discutait sur un forum là, on parlait un peu des mariages. Lui nous disait, normalement, tout couple, avant de se marier, doit se référer à, il a cité 3 ou 4 expertises comme ça, qu'il trouvait vraiment sine qua non. En tout cas, les expertises qui ne doivent pas manquer. Il a cité qu'un couple doit avoir son avocat. Un couple doit avoir son médecin. Un couple doit avoir son pasteur. Et un couple doit avoir son psychologue. En tout cas, ces 4 expertises mises ensemble, elles sont vraiment des mises ou très utiles pour tout couple qui veut tenter vraiment une histoire de vie d'ensemble. Puisque comme les autres collègues l'ont dit tantôt, en fait, c'est un phénomène social. Je ne sais pas s'il faut l'appeler un phénomène mondain ou quoi que ce soit. C'est pas un phénomène importé? Bon. Je ne me souviens pas à l'époque de nos ancêtres, il y avait sûrement pas de réseaux Pavinta et les autres. On ne nous a pas parlé à l'école de ce genre d'histoire. Effectivement, oui, puisqu'il ne nous est pas culturel. Il n'est pas de notre culture. Nous, Africains, nous, Congolais, nous, voilà, nous, Noirs, comme nous sommes là. Mais je crois, les amis l'ont dit tantôt, c'est avec l'Internet et consorts. Et bon, comme la modernité arrive, suscite la curiosité, la jeunesse peut être tentée de voir un peu à gauche et à droite ce qui se passe ailleurs et recopier. Alors, il arrive que, bon, autour de ce phénomène aussi, il y a pas mal de rumeurs. En tout cas, des rumeurs vraiment sont tout autour et font vraiment rage dans cette histoire, puisqu'on en parle. Avant d'aller dans telle entreprise, on peut vous solliciter, on peut vous faire quoi? Oui, mais je sais que dans certaines sociétés ou certains organismes, vu un peu l'ampleur de la situation, à ce jour, au lieu de mettre sexe comme indicateur, ils mettent genre. Pour que la personne se choisisse, soit il est masculin ou féminin, ou bien genre, je ne sais pas moi, neutre, XX, ou autre, je ne sais pas moi, oui. C'est des trucs qui arrivent, mais je ne pense pas que ce soit vraiment encouragé dans ces entreprises, voire même dans notre société congolaise actuellement. C'est découragé même
par le ministère de la Justice. Je crois qu'il y a eu récemment un document interdisant la promotion de la sexualité et spécifiant même dans ce sens-là des trucs. Donc, du genre un peu compliqué. Mais je sais que dans tout, parlant de la sexualité, dans notre culture, c'est supposé, en tout cas, une union entre un homme et la femme. Mais les attirances font à ce que, avec la modernité, l'attirance sexuelle peut amener à ce qu'on se retrouve devant ces situations d'homosexualité. Et dans les cas échéants où nous sommes devant un homme, où nous allons nous dire, bon, nous ne savons pas les choix opérés, puisque dans la sexualité, il y a la sexualité qui peut être active, que ce soit un partenaire actif ou bien un partenaire passif. Dans le cas de notre frère, lui a accepté d'être un partenaire passif. Comme le disait mon frère, homme de Dieu, que ça devait rentrer dans l'histoire ancestrale des aïeux et consorts. Bon, je ne sais pas, ça peut se retrouver, ça peut se révéler vrai, si cela est ainsi. Mais si on va un peu plus loin, on comprendra que ça a été simplement un comportement appris, puisque ça a été renforcé par une histoire. Donc, par rapport à l'histoire racontée de notre cas du jour Gad, en tout cas, c'est une histoire où il a été gratifié par quelque chose. Et n'oublions le motivant, pas, en fait. Effectivement. Et c'est cette gratification qui l'a maintenu dans cette situation. Et comprenez que aussi longtemps que l'on tarde dans une situation donnée, on s'y habitue. Et ça peut devenir notre comportement. Un caractère. Et pourquoi pas continuer jusqu'à devenir un jour à faire partie de notre personnalité. Et c'est cette situation, je crois, qui est à notre... en tout cas, le sujet du jour. Moi, je crois... c'est une histoire qui est arrivée, ça a été renforcé. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu pour lui un trait de personnalité. Et voilà. Alors, revenant à votre question, sur votre question, en tout cas, il n'est pas mal que les couples recherchent en tout cas ces différentes spécialités lorsqu'ils veulent aller dans leur union. Mariage. Oui. Donc on va l'annoncer, s'il vous plaît, vous voulez entrer dans le mariage, il faudrait demander à votre conjoint ou à votre conjointe si il ou elle a des préférences des hommes ou des femmes. Ça, en fait, on va rire, mais eu ce genre de préférence. On va rire, mais après, ce qui est mauvais, c'est de découvrir dans le mariage, n'est-ce pas? Vaut mieux le savoir un peu plus tôt pour prendre des décisions. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce qu'on se fait soigner avant ou on fait pas soigner avant? C'est ça que vous conseillez aussi, Dr Ben? Moi, j'ai connu un cas comme ça. Okay. J'ai reçu une patiente, elle était très proche de son mariage, elle était ici à Kin. Et en parlant avec elle pour essayer de comprendre ce qu'elle avait comme problème, parce qu'elle racontait trop qu'elle n'aimait pas son fiancé avec qui elle allait se marier, finalement, je finis par comprendre que la fille était attirée par une autre personne et qu'elle venait de la ville où elle revenait. C'était pas ici, elle était à Lubumbashi. Elle est venue ici à Kin. Elle a laissé une autre fille là-bas. Donc, elle avait une attirance pour une amie qui l'attirait sexuellement et se sentait mieux avec elle. C'était vraiment le bien-être avec cette fille, avec son fiancé actuel avec qui elle allait se marier sous pression de la famille. Quand elle voit le gars, elle s'énerve. Ok. Vous voyez un peu. Donc, oui, il faut poser des questions. Et ici, elle t'est montée. Est-ce qu'elle va te dire la vérité aussi? C'est ça. aussi. Donc, ce sont des choses qu'elle a eu à cacher. Elle peut le partager avec un médecin parce qu'elle sait que le médecin est tenu par le secret médical. Il n'en parlera à personne, mais elle vit avec. Mais est-ce que justement, dans tous les mariages tous les fiancés bien sûr, doivent-ils dire toute la vérité sur leur passé, que ce soit passif ou actif, comme l'a dit le docteur Lévy? Doivent-ils le dire à leur futur époux ou à leur future épouse, afin tant soit peu d'aplanir les angles pour ne pas que
après le mariage, ça puisse déclencher une explosion de colère. Et de... Là, je dois répondre en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que Répondez en tant que médecin. Oui, en tant que médecin, en tant personne que jeune. avisée. Et puis, en tant que personne avisée, vous avez l'habitude de rencontrer ce genre de cas, vous qui êtes médecin. Mais qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui serait mieux? Ce qui est mieux, c'est le réceptacle, au fait. La personne à qui vous allez dire ces choses, est-ce que la personne sera en mesure de comprendre et de gérer? Parce que je peux tout dire, mais est-ce que vous allez me comprendre? Je peux tout dire, est-ce que vous allez accepter? Parce que quand j'ai dit, c'est pas pour qu'on se sépare. Et si je trouve que vous n'êtes pas en mesure de contenir ce que j'aurais à vous dire, est-ce que je vais accepter de perdre ma relation à cause d'une vérité qui est déjà passée? Donc il faut un peu jauger tout ça. Mais dire tout, oui, non. Ne pas dire tout, oui, Oui, non. non. Ça dépend. Ça dépend. Tout dépend de la personne, la en face de personne qui qui va vous êtes. recevoir la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, Ketia? Toi, tu rencontres quelqu'un. Ketia, tu as une histoire d'abord particulière. On aura le temps d'en parler dans la deuxième émission, enfin prochainement. On voudrait quand même, qu'on sache, est-ce que si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu serais, tu sais que vous allez vous marier, bien sûr, est-ce que tu lui ouvrirais facilement ton cœur, tu vas tout avouer, ou si tu Pas étais... avouer, mais tout lui dire. Tout lui dire. Parce qu'avouer, c'est quand même fort. C'est comme si tu as fait des choses complètement... Dans le cas où, par exemple, tu te retrouvais dans la situation de Gad, par exemple, que tu as une histoire assez différente, est-ce que tu penses que ce serait facile de dire à l'autre? Bon, déjà, non, je pense pas que c'est facile de dire, en fait, sur les histoires qu'on a vécues, parce qu'en fait, le passé de Gad, il est très lourd. Et je pense pas que lui-même, déjà, il est totalement guéri de ça. Parce que pour en parler, il faut déjà être guéri de la situation. Et lorsqu'on n'est pas guéri de la situation, on peut pas en parler. Donc, si une personne qui parle d'une situation vécue douloureuse ou une situation qu'il a vécue, c'est qu'il est lui-même déjà guéri de ça. Et si lui-même il n'arrive pas à en parler, c'est qu'il n'est pas encore guéri de ça. Et je ne pense pas que Gad, il est guéri de tout ce qu'il a vécu dans ce sens. Donc, déjà, à partir de son abus, déjà, dès qu'il était enfant, je ne pense pas qu'il a eu le temps de parler, de digérer, d'être totalement guéri de ça. Donc, son passé, il n'a pas été guéri de ça. Il s'est retrouvé dans des situations qui lui ont mené justement dans ça. Donc, ce qui fait qu'il n'a pas connu de femme, donc il n'a jamais eu une relation avec une femme. Donc, lui, c'était des hommes qu'il a connus déjà dès le bas âge. Et son abus, il n'a jamais en parlé. Et il se marie et après, ça explose. Le mal avec le passé et les histoires qu'on cache, c'est ça en fait. Plus on cache, tôt ou tard, ça va exploser un jour, ça sortira un jour. Mais après, pour que ça ne sorte pas, il faut déjà guérir de son passé. Ah, donc il serait quand même préférable, selon toi, de ne pas dire et qu'il guérisse lui-même. Moi, je pense que Gad n'aurait pas dû se marier tant qu'il n'était pas encore guéri. Voilà. Il aurait dû subir, ce serait été préférable pour lui de subir la pression sociale, n'est-ce pas? Oui. Moi, je pense aussi que, en fait, pour cette histoire, déjà, j'avais oublié de dire une chose concernant ce que Gad a vécu. Vous saviez, quand nous connaissions certains abus de notre bas âge, et que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'échanger avec vos parents, etc. Je pense que Gad, peut-être, c'était son cas. Il n'avait pas l'habitude d'échanger avec ses parents par rapport à tout ce qu'il peut connaître la journée, tout ce qu'il peut faire, etc. Il n'y avait pas vraiment cet échange-là. Et quand cette communication n'est pas établie, surtout dans le foyer, dans la famille, on a du mal à avouer certaines choses. Je prends mon exemple. Voilà. Comme la sœur vient de le dire, la sœur Ketia, quand vous êtes guéri, en tout cas pour en parler de certaines choses, vous n'aurez pas du mal. Alors, je pense que c'était à l'âge de 7 ans, si je n'ai pas oublié, si je ne m'abuse pas en tout cas, c'était à l'âge de 7 ans que j'ai connu la bisexuelle, mais ça, ce n'était pas avec un homme, c'était avec une femme. C'était avec une femme et... Plus âgée que toi. Plus âgée, voilà. Clair, Plus âgé en tout cas, puisque moi je ne connaissais pas. Et
c'était une voisine, en tout cas dans la parcelle. Elle avait ses envies, moi je ne savais pas. Bon, comme on avait l'habitude de parler, j'étais un petit frère, elle m'a appelé. Je pense qu'elle, à cette époque, elle pouvait être dans le 17-18 ans déjà, donc elle était déjà majeure. Et elle m'appelle, j'entre dans leur maison, et puis voilà, je vois quelqu'un en train de me toucher, elle me touche, et puis elle fait ce qu'elle a voulu faire. Et cet acte-là, c'est resté, c'est gravé dans ma mémoire. En fait, je ne savais comment le dire, je ne savais à qui parler en tout cas. Je ne l'ai dit à personne. Et cela a développé en moi, en tout cas, des sentiments maintenant pour deux filles. Et je ne pouvais pas m'en passer du sexe en tout cas. Pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit que il y a certaines actions, certaines pratiques, en tout cas que le diable profite. Parce qu'on ne doit pas oublier que l'esprit de l'homme de foi est soumis ou connaissent l'influence de l'esprit soit de Dieu ou soit du malin par rapport à certaines actions. C'est comme on le dit, derrière chaque acte, il y a un esprit qui accompagne. Donc, je pense que cette habitude-là maintenant qui s'est développée, et je crois que le démon a voulu maintenant profiter derrière pour que je devienne esclave sexuel. De la pédophilie. Voilà. Ben, si on peut l'appeler comme ça. Si on peut l'appeler comme ça, je peux dire. N'est-ce pas, docteur? Et après un bon moment, comme j'avais l'appel de Dieu, et le Seigneur m'a rencontré, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais quoique donner ma vie à Jésus, je ne disais pas encore la chose. Pourquoi? Aussi parce que je n'ai pas été enseigné pour ça, mais on ne m'a pas parlé des conséquences et tout. Et quand j'ai commencé maintenant à grandir avec le Seigneur, il y a certaines prédications que j'entendais concernant le passé, les choses que vous avez vécues, les abus et tout. C'est après ces genres de prédications, des enseignements que j'ai entendus, c'est là que je me suis décidé d'aller voir mon pasteur pour lui en parler. Et croyez-moi que ce n'était pas facile en tout cas de l'avouer. Et quand je lui ai parlé de l'acte, la première des choses qu'il m'avait demandé, c'était « Est-ce que vous avez pardonné à la personne qui vous avait fait ça ?» J'ai dit « Bon, avant je m'en voulais d'elle en tout cas, je peux dire. Et après avoir connu les Seigneurs, en tout cas par la puissance du Saint-Esprit, par sa grâce, je pus quand même pardonner la personne. Je le pardonnais et je pense que pour moi, l'idéal serait que je puisse me libérer de ces problèmes, de ces phénomènes en tout cas, pour que cela ne devienne pas un problème plus tard pour moi. Et c'est par là que le pasteur maintenant va me soumettre à un processus de prière et puis c'est comme ça qu'on va faire la prière de délivrance. Et c'est parti du coup. Donc c'est pour dire que je pense que Gad la vérité vous affranchira. Voilà. Je pense que Gad, pour son cas en tout cas, de cet abus, comme l'a dit les docteurs, ça a développé les habitudes parce qu'il connaissait que les hommes, que les hommes, que les hommes, que les hommes. C'était un sentiment qui s'est éveillé, s'est réveillé en lui-même. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On ne peut pas le condamner à 100%. On ne le condamne pas, mais seulement le diable maintenant profite. Parce que étant devenu enfant de Dieu, moi je pense qu'il n'a appris que ça. On ne peut pas le condamner à 100%. Mais après, parce qu'il n'avait que ça en fait. Avec votre histoire, maintenant on se rend compte que la jeunesse est très très exposée. Les enfants sont très très exposés. Aujourd'hui, on va vraiment voir le contexte d'aujourd'hui. Avant, nos mamans restaient à la maison, papa allait au travail et il y avait quand même des abus. Et aujourd'hui, on a des nounous qui restent à la maison avec les garçons. Est-ce qu'il n'y a pas d'abus de ce genre? Est-ce que de plus en plus nos sociétés ne cachent pas des histoires? Est-ce que derrière chaque individu ne se cache pas une histoire d'abus? Et surtout les abus non dits, non avoués. Mais je ne sais pas, en tant que psychologue ou en tant que docteur, vous qui encadrez les jeunes, est-ce que vous avez un appel à faire à l'endroit des parents? Est-ce que vous avez à l'endroit des autorités ou des mesures à donner comme comment conseil? Comment devrions-nous vivre? Comment devrions-nous protéger nos enfants aujourd'hui? Vous savez, par rapport à ça, j'ai connu un autre cas. Une fille
quand elle était petite, à l'âge de peut-être 10 ans, 11 ans, qui a été abusée pas par une nounou, par sa tante. Oh là. Vous voyez un peu, sa tante. Et la fille, aujourd'hui, elle est lesbienne. Oh là. Vous comprenez un peu. Donc, c'est pas seulement nounou, mais le mal est profond. Alors, mal, quelles il est sont très les profond. mesures en Alors, tant que médecin, comme quand on dit, bon, pour ne pas attraper la grippe, faites ceci, faites ça. Comment est-ce que la société peut prendre des mesures pour éviter cette contagion qui vient de l'extérieur? Le problème, c'est la mauvaise attitude des parents qui ne sont toujours pas vigilants envers les enfants. Vous voyez, les parents permettent à ce que les enfants regardent tout, aient des téléphones, restent avec la télévision à des heures tardives, ils ne surveillent pas le programme des télévisions des enfants, parce qu'aujourd'hui, il y a ces pratiques même dans les dessins animés. Vous laissez les enfants devant des dessins animés, mais il y a un homme et avec un homme dans un dessin animé qui font deux choses. Il y a une fille avec une fille. Vous voyez, les parents ne censurent pas assez. Ils ne sont pas assez forts et assez directs sur les enfants pour empêcher certaines pratiques et ils ne surveillent pas. Les enfants, il faut leur parler. Il faut faire asseoir les enfants, leur poser des questions, leur mettre dans une certaine aise. De où les confiance, enfants, une atmosphère de confiance. le parler, au fait. Il faut discuter avec les enfants pour qu'ils s'ouvrent, qu'ils disent « Tu étais où? Tu as fait quoi aujourd'hui ?» Mais que les enfants aient cette liberté-là de s'exprimer. Par exemple, dans le cas que je viens de dire, la maman, elle était partie. Papa était parti, il revenait le soir. Quand il rentre, il dort. Le matin, ils savent que non, la tante est là, elle va s'occuper. Jamais de dialogue entre le parent et les enfants. Vous voyez un peu? L'enfant a grandi dans l'éducation de la tante. tante. Et c'est la tante qui l'a amené dans ça. La tante s'est même mariée avec un homme. Elle a eu des enfants. La tante a quitté la ville, elle est venue dans une autre ville. La fille l'a suivie. Et c'est ici que ça a explosé. Voilà. Ça a explosé ici. Ici, donc c'est ici qu'elle s'est relâchée et puis elle a assumé ça. Mhm. Et elle est devenue... Mais elle s'est mariée? La tante, oui, Non, elle l'enfant, pas encore. Pas encore. Et elle n'a pas l'intention. Elle dit que ça la tente deux fois, mais... Mais après, franchement, qui sont ces personnes qui restent avec nos enfants? Qui sont ces personnes qui restent avec nos enfants? Encore une fois de plus, qui sont ces personnes qui restent avec nos enfants? Qui sont ces personnes qui restent avec nos enfants? Ce sont parce que les enfants, les personnes qui restent avec nos enfants quand on est au travail, Ils sont plus malades que... Non, ce sont des personnes qui n'ont pas de partenaire permanent. La nounou qui reste chez toi n'a peut-être pas de partenaire permanent. La tante qui est chez toi n'a pas de mari. Parce qu'en fait, si elle avait un mari, elle n'allait pas rester chez toi. La personne qui reste chez toi n'a pas un partenaire permanent. Et du coup, nous leur confions des enfants, n'est-ce pas là, un danger. On a débordé, on nous signale qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Mais docteur Lady, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous dites? Comment... Docteur, dites-nous, on ne sait plus quelle question poser, mais parlez-nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Aureliane. Je sens l'émotion par rapport à cette réalité sociale. Mais s'il fallait être un peu bref, cette histoire d'habit ne date pas d'aujourd'hui. C'est vraiment historique. Si vous suivez bien les événements, ça date vraiment. Et selon les expériences aussi, nous pensons que c'est une histoire qui date. Les parents aussi, avec les réalités sociales que nous avons aujourd'hui, on doit aller chercher pour l'équilibre de la famille. On ne sait pas se dire, on se coupe de tout pour seulement rester avec les enfants, assurer la garde des consorts. Et comment mener la chirurgie, ce sera compliqué. Mais ce que je peux conseiller aux parents, c'est de se faire amis de leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils doivent se rabaisser pour devenir enfants comme eux, mais non. Être ce genre de parents qui parlent vraiment ouvertement avec les enfants, qui collaborent bien, qui savent mettre les enfants en confiance, que ce ne soient pas des parents autoritaires, des parents que les enfants peuvent qualifier de loups ou de léopards. Faites léger avec les enfants, dites-leur, caricaturez un peu votre papa ou votre maman. Si l'enfant vous caricature son parent d'un ami, en tout cas, on est dans une bonne famille. Donc, ce qu'il faut faire avec les enfants, c'est vraiment se faire ami des enfants, parler avec eux, trouver le temps d'échanger. Même si on a un horaire plein, mais trouver ne fût-ce que des occasions nécessaires. Un week-end, ou bien pendant les congés, ou bien une fois le mois, se divertir avec les enfants, leur offrir l'espace d'échange et que les enfants soient en mesure de nous dire la majorité de leurs histoires, de leurs préoccupations,
Puisque dans ce genre de choses, les enfants sont pris dans la tourmente, qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, qu'ils ne savent rien dire de tout ce qui leur fait mal. Mais une fois placés dans une situation de confiance, ils peuvent s'ouvrir. Et une fois l'enfant s'ouvre, nous aussi, on ne doit pas les frustrer en scandalisant la chose, mais trouver l'endroit le mieux approprié pour essayer de résoudre la situation. Puisque dans ce genre de cas, il arrive des fois, avouer, oui, mais on n'arrive pas à se faire avouer chez la bonne personne et que ça devienne un scandale, ça complique tout. Mais une fois l'aveu fait, en tout cas, retrouver la personne ressource qui peut vraiment mieux aider à ce que la situation soit résolue. Merci beaucoup, docteur Lady. Merci, docteur On n'a pas Ben. fini, on n'a pas fini de parler de ce sujet. Merci en tout cas. Merci beaucoup. C'était magnifique. On a beaucoup parlé, on a eu beaucoup d'informations. Je crois que vous avez été enrichis de toutes ces informations, que ce soit sur le point de vue médical, scientifique, mais aussi sur le point de vue biblique. On a eu à débattre sur ce sujet, mais ce n'est pas fini. Je crois que nous allons continuer, Roliane. Nous allons revenir encore sur ce sujet parce que c'est tellement important. Ouais. Chers parents, prenez soin de vos enfants. On sait que le travail vous prend le temps, s'il vous plaît. Rentrez chez vous, parlez avec vos enfants. Soyez des amis avec vos enfants. Faites le mieux possible de pouvoir leur dire, selon justement l'adaptation de l'âge, les choses de la vie, afin qu'ils sachent dire oui à certaines choses, ils sachent dire non à et qu'ils sachent dénoncer certains Exactement. abus. Portez-vous bien. À la prochaine. Soyez bénis. Et accomplis. Nous, bon on va appétit. manger. On va manger nos fruits avec nos invités. Bye bye. Bye.